Voici le chef de la mafia qui possède discrètement tout New York. Pas de photos d'identité judiciaire, pas de procès, pas de couverture médiatique. Juste un empire tranquille d'immobilier, de sécurité privée et de trust offshore, le tout caché derrière des sociétés écrans et des groupes de luxe. Il ne dirige pas les rues, il possède les immeubles qui les surplombent et il fait passer les 5 vieilles familles pour des amateurs. Mais pour comprendre comment ce roi silencieux en est arrivé à contrôler la ville la plus puissante du monde, il faut s'intéresser aux chefs de la mafia les plus riches que New York ait jamais produit, à commencer par celui qui a transformé une boucherie en un marché noir d'1 milliard de dollars. Joseph « Joe le boucher » Massino. Il ressemblait à votre boucher de quartier, Baptiste trapu, fort accent du Bronx, s'essuyant toujours les mains sur un tablier à rayures rouges. Mais ce que Joe Massino dépeçait en réalité n'était pas de la viande, c'était New York tout entier. Massino fut le dernier homme à diriger officiellement la famille de Bonanno, cette même famille criminelle qui siégeait autrefois à la plus haute table de la Cosa Nostra. Mais contrairement aux parrains tape-à-l'œil qui l'ont précédé, Massino ne portait pas de chaînes en or et ne conduisait pas de voiture de sport. Il a bâti son empire derrière le comptoir d'une boucherie. Et c'est là qu'il a véritablement abattu ses victimes. Ce qui rendait Massino terrifiant, ce n'était pas son côté bruyant, mais son silence. Son abattoir paraissait légitime, avec ses panneaux de l'USDA et ses camions réfrigérés. Mais cachés dans les caisses d'épaule de porc et les tranches de bœuf se cachaient des briques d'héroïne ayant fait le tour du monde. Massino ne transportait pas de viande. Il alimentait l'addiction clandestine new-yorkaise avec des cargaisons qui arrivaient un peu plus vite que la police ne pouvait les suivre. À la fin des années 80, la boucherie n'était plus qu'une façade. Massino supervisait secrètement les routes de l'héroïne depuis la Sicile, dirigeait des réseaux de jeux d'argent à gros enjeux dans le Bronx et braquait des quartiers entiers de restaurants. Et c'est là que le bat blesse. Chaque centime était blanchi dans les épiceries des fines et les pizzerias du coin. Une affaire familiale et intraçable. Il gagnait plus de 10 millions de dollars par an, mais ses déclarations de revenus ne faisaient état que de 42 000 dollars de revenus, principalement issus de la restauration. Pendant ce temps, ses lieutenants achetaient des propriétés dans le Queens avec des sacs de voyage remplis d'argent liquide, tandis que ses concurrents se rangeaient du côté des autres ou disparaissaient complètement. Le FBI ignora pendant des années les accusations à lui infliger, car tout le monde avait trop peur de faire volte-face. Même lorsque des écoutes téléphoniques détectèrent si des rumeurs concernant le boucher, personne n'osa prononcer son nom. Il avait transformé la famille Bonanno en une société fantôme, où le silence était imposé plus brutalement que la loyauté. Massino finit par être arrêté, mais contrairement à d'autres chefs, il ne se laissa pas faire. Il devint le premier chef d'une grande famille criminelle à faire volte-face, concluant un accord pour éviter la peine de mort. Sa trahison choqua profondément le monde mafieux, mais elle révéla aussi quelque chose de plus profond. Massino ne se souciait pas de l'honneur, il se souciait du contrôle. Il dirigeait les rues comme une entreprise, jusqu'au sang. Mais le patron suivant n'avait pas besoin d'une boucherie. Il n'avait même pas l'air d'une menace. Parce que lorsqu'il disparut dans son propre esprit, le FBI le perdit pour des décennies. Vincent Chine Gigante. Il arpentait les rues en peignoir, traînait les pieds sans but dans Greenwich Village, ne marmonnait pour lui-même, avait une élocution pâteuse, et pendant des décennies, le FBI le crut fou. Mais Vincent Chine Gigante n'était pas fou, il calculait. Et la robe, ce n'était qu'un camouflage. En tant que chef de la famille Genovese, le syndicat du crime le plus puissant de New York, Gigante a réussi l'une des plus grandes opérations de tromperie de l'histoire de la mafia. Alors que d'autres chefs de la mafia affichaient leur richesse et se pavanèrent dans les clubs, Chin restait à l'intérieur. Il faisait chuchoter son nom à son équipe. Il refusait d'utiliser des téléphones. Et lorsque la surveillance devenait trop rapprochée, il se contentait de monter un spectacle. Il allait à l'église pieds nus, criait sur les boîtes aux lettres, prenait de longues douches au milieu du trottoir. Même sa famille jurait qu'il était mentalement malade. Des médecins écrivaient des lettres, des prêtres témoignaient, des psychiatres le défendaient. Ça a marché. Le FBI a passé des décennies à traquer un homme qu'il croyait inapte à être jugé. Mais derrière ce regard vide se cachait un homme qui faisait circuler des centaines de millions dans le milieu criminel new-yorkais. Chin organisait des extorsions dans tous les arrondissements, détournait les syndicats du bâtiment, contrôlait les jeux d'argent à gros enjeux et escroquait des promoteurs immobiliers de Midtown au Bronx. À un moment donné, son influence était telle que même les juges, les policiers et les magnates des affaires craignaient de le contrarier, non pas parce qu'il criait, mais parce qu'il ne criait pas. Gigante imposait son pouvoir comme un fantôme. Les équipes ne parlaient pas. Les ordres arrivaient sans laisser de traces écrites, et lorsqu'il fallait faire taire quelqu'un, il disparaissait sans un bruit. Chaque associé de Genovese
opérait selon des règles strictes. Pas de drogue, pas de médias, pas d'extravagance. C'était le minimalisme mafieux, et ça marchait. À la fin des années 80, Shin engrangeait discrètement plus de 100 millions de dollars par an. Et pourtant, les agents fédéraux ne parvenaient même pas à le faire comparaître devant un tribunal. Pendant 7 ans, il a esquivé l'inculpation en prétendant être mentalement inapte. Même avec des enregistrements, des témoins et des documents financiers, il se traînait au tribunal en blouse d'hôpital, le regard perdu dans le vide. C'était le masque parfait. Lorsqu'il fut finalement condamné en 1997, les procureurs révélèrent la vérité. Shin avait toujours été parfaitement sain d'esprit. Il tenait secrètement des réunions de direction au sous-sol de la maison de sa mère, donnait des ordres par l'intermédiaire d'intermédiaires et blanchissait de l'argent grâce à des boulangeries italiennes, des entreprises de plomberie et des dons aux églises, pourtant très lucratives. Il n'était jamais question de théâtre. Il s'agissait de domination. Il a transformé sa vie en un théâtre de folie tout en dirigeant la mafia avec une précision chirurgicale. La toge n'était pas une faiblesse, c'était du camouflage. Mais tandis que Shin se cachait à la vue de tous, le patron suivant ne disparut pas simplement de la rue. Il se faufila dans les salles de conseil, les sociétés de courtage et les coffres des banques. Parce que Michel Big Mike Miranda n'avait pas besoin de faire le fou, il utilisa Wall Street pour disparaître complètement. Michel Big Mike Miranda. Il n'a jamais porté d'armes, il n'aboyait pas d'ordre depuis des restaurants enfumés et on ne retrouverait jamais son nom dans les tabloïds. Mais Michel Big Mike Miranda possédait peut-être plus de New York que n'importe quel chef de la mafia avant lui. Car tandis que d'autres menaient leur racket dans la rue, Big Mike le faisait en dissimulant les permis de construire, les commissions de zonage et les contrats syndicaux. En tant qu'architecte financier, discret de l'empire d'après-guerre de la famille Genovese, Miranda comprenait une chose mieux que quiconque, le crime se commettait mieux par la paperasse. Il s'est intégré dans le paysage urbain en plein essor de Midtown Manhattan, non pas en forçant les constructeurs, mais en devenant l'un d'eux. Sa méthode était chirurgicale. Il a créé des dizaines de sociétés écrans à travers New York, des entreprises de plomberie, des sous-traitants en électricité, des sociétés de location de matériel, puis a utilisé de faux noms et des prête-noms pour soumissionner sur des contrats de développement financés par la ville. Une fois ces contrats approuvés, il a réinjecté l'argent dans les comptes familiaux grâce à des factures bien gonflées, des salaires truqués et des travailleurs fantômes inscrits sur les listes syndicales. Des immeubles entiers ont été construits avec l'argent de la mafia injecté dans leurs fondations. Des tours de bureaux du centre-ville aux projets de logements sociaux des quartiers périphériques, Big Mike avait un intérêt financier dans tout cela. Mais son nom n'apparaissait jamais sur un seul plan. Ce qui rendait Miranda si dangereux n'était pas sa brutalité mais son invisibilité. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais laissé de traces écrites et ne s'est jamais attribué le mérite. Il dirigeait de faux syndicats du bâtiment qui contrôlaient les coûts de main-d'œuvre dans 5 quartiers. Il a détourné des millions de dollars des programmes gouvernementaux destinés à la rénovation urbaine et, lorsque le FBI a finalement remarqué le schéma, les entreprises ont disparu. Dissoutes, rebaptisées, absorbées dans une nouvelle coquille avant même d'avoir pu obtenir une assignation à comparaître. Il avait englouti sa fortune dans des fiducies immobilières, des comptes offshore et des sociétés de courtage internationales. À son apogée, Miranda avait une influence financière s'étendant du Queens à Zurich. Certains agents pensaient même qu'il détenait des participations majoritaires dans des immeubles situés juste en face des palais de justice fédéraux. Mais le plus dangereux, c'est que ces transactions n'étaient pas seulement criminelles, elles étaient suffisamment légales pour survivre au grand jour. Les inspecteurs étaient payés, la paperasse était serrée, les banques signaient sans sourciller et aucun jury ne pouvait condamner un homme dont le nom ne figurait jamais sur l'acte de vente. À la mort de Miranda en 1973, son empire financier avait contribué à l'ascension de la famille Genovese vers la légende. Pas de gros titres clinquants, pas de procès spectaculaires, juste une domination silencieuse ancrée dans les poutres d'acier de la skyline de Manhattan. Mais le patron suivant ne se contenta pas de voler de l'argent, il acheta le silence. Carmine Junior Persico. Il était enfermé dans une cellule de prison fédérale. Il n'avait pas foulé le sol depuis des années, mais Carmine Junior Persico dirigeait l'une des familles criminelles les plus puissantes de New York depuis l'isolement. Pendant plus de 3 décennies, Persico a contrôlé la famille Colombo avec rien d'autre que des messages codés, des avocats corrompus et une loyauté absolue. Et contrairement à la plupart des chefs de la mafia qui disparaissaient brut après leur condamnation, Junior devenait de plus en plus dangereux à mesure qu'il restait derrière les barreaux. Son influence s'étendait des routes d'assainissement de Manhattan aux dockers des docks de Brooklyn.
Il ne se contentait pas d'écrémer, il possédait les pipelines, des contrats de transport routier entiers, des contrats de construction et des expéditions portuaires transitant par des sociétés écrans triées sur le volet par Persico lui-même. Et si quelqu'un contestait ce flux, il était effacé discrètement et définitivement. Mais ce qui rendait Persico intouchable, ce n'était pas la peur, c'était les infrastructures. Il insérait ses fidèles à des postes syndicaux influents dans les conseils d'administration des banques et dans les entreprises de construction de toute la ville. Même derrière le verre et le béton, il pouvait donner le feu vert à des projets, régler des différends et transférer des millions. Tout cela grâce à un simple mot passé par un avocat ou un cousin venu déjeuner. Le FBI l'a considéré comme l'une des dynasties criminelles les plus tenaces de l'histoire américaine. En 1986, lorsque Junior fut condamné à 139 ans de prison pour meurtre, racket et extorsion, les agents s'attendaient à ce que la famille Colombo se scinde. Il n'en fut rien. Au contraire, elle se sclérosa car Junior s'était préparé à la guerre. Il refusa même de démissionner, se faisant appeler Boss for Life et défiant tout rival de le défier. Et ils ne le firent pas, sans succès. Au sein de son empire carcéral, Persico maintenait un commandement de fer. Chaque article de contrebande, chaque ordre, chaque message codé transitait par son réseau. Les gardiens de prison étaient achetés. Les avocats cachèrent des notes dans des blocs-notes et à l'extérieur, les lieutenants encaissèrent des paiements provenant de toutes sortes d'activités, des prêts usuraires aux reventes immobilières. À son apogée, même en confinement, l'activité de Persico rapportait plus de 50 millions de dollars par an. Le système de collecte des déchets de la ville, il y avait des agents à l'intérieur, les terminaux d'expédition, sous contrôle, du béton pour des appartements de luxe à Manhattan, payé cash, puis blanchi par l'intermédiaire d'une cimenterie soutenue par Colombo. Il n'a pas eu besoin de lever le petit doigt et n'a jamais perdu un seul soldat au profit d'une autre famille. Mais le point le plus sombre du règne de Persico fut sa longévité. Il a conservé son pouvoir pendant l'ère du crack, la chute des 5 familles, la mort de ses anciens chefs et 3 tentatives distinctes du FBI pour démanteler sa chaîne de commandement. Rien de tout cela n'a fonctionné. Junior a régné jusqu'à sa mort en 2019, derrière les murs d'une prison. Mais le mafieux suivant n'a pas eu besoin d'une cellule de prison pour exercer son pouvoir, car la police ne l'a jamais arrêté. Il a traversé les cercles d'élite de Manhattan comme un sénateur et s'est frayé un chemin jusqu'au cœur du gouvernement. Sixièmement, Frank Costello. Il n'était pas un simple chef de la mafia, c'était l'homme qui dictait à la foule à quoi devait ressembler la politique. Frank Costello n'était pas craint comme un tueur à gages, ni aussi tape à l'œil qu'un capot. Il n'avait pas besoin de l'être. On l'appelait le premier ministre de la mafia, car lorsque les sénateurs voulaient être réélus, les juges devaient être nommés ou les hauts gradés de la police voulaient gravir les échelons, ils s'adressaient à lui. Et dans le New York du XXe siècle, rien ne bougeait, sauf si Costello le laissait faire. Costello comprenait le pouvoir comme peu de mafieux l'ont jamais fait. Tandis que d'autres chefs bâtissaient leur empire sur la violence, Costello bâtissait le sien sur l'accès. Il contrôlait les jeux d'argent, la contrebande et les machines à sous dans les 5 arrondissements. Mais le véritable argent provenait de ce qu'il contrôlait au-dessus. Ces hommes, en costume, qui laissaient tout filer. Il aurait eu des lignes directes avec les gouverneurs des États. Il choisissait les juges comme des pièces sur un échiquier. Des commissariats entiers recevaient leurs ordres d'hommes qui lui obéissaient et non nos maires. Et tandis que Edgar Hoover s'employait à nier l'existence même de la mafia, Costello organisait des dîners privés pour des membres du Congrès dans des clubs du nord de Manhattan. Sa pièce maîtresse, la judiciaire, était, dans les années 1940 et 1950, Costello contribua à l'installation de juges corrompus dans plusieurs arrondissements, garantissant des décisions favorables à ses alliés et des décisions sévères à ses ennemis. Les procureurs abandonnaient subitement les poursuites, les mandats d'arrêt disparaissaient et des quartiers entiers fonctionnaient comme si la loi avait un prix et que Costello en était le caissier. Il n'était pas seulement isolé, il était vénéré. Même le New York Times l'a un jour décrit comme un gentleman racketteur. Il portait des costumes sur mesure, parlait avec élégance et se déplaçait comme un diplomate. Si un commissaire municipal le contrariait, il se retrouvait muté ou englouti dans un scandale politique une semaine plus tard. Si un journal publiait un mauvais titre, les recettes publicitaires disparaissaient. À un moment donné, son influence était si vaste que les agents du FBI pensaient que Costello avait des liens directs avec la Maison-Blanche. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le président Roosevelt lui-même aurait accepté un jour l'aide à la campagne des alliés de Costello à New York. Bien qu'aucune preuve n'ait jamais été apportée, voici ce qui est ressorti. Costello disposait d'une ligne téléphonique privée et son numéro figurait dans plusieurs carnets d'adresses de Washington. Mais le pouvoir attire les ennemis.
Lorsque son rival, Vito Genovese, tenta de le faire sortir, Costello survécut à une balle dans la tête en 1957 et s'en alla tranquillement. Il prit sa retraite peu après, non pas par honte, mais avec le respect d'une ville qui savait exactement qui avait réellement dirigé. Frank Costello ne dirigeait pas le racket, il dirigeait les hommes qui le réglementaient et son empire ne s'est pas effondré lorsqu'il l'a quitté. Il a été transmis discrètement, par des canaux détournés, à la génération suivante de mafieux qui comprenaient une chose. À New York, le véritable jeu n'était pas le sang mais la faveur, mais si Costello dirigeait la politique, son successeur gérait le luxe comme un cartel. Il ne se contentait pas de collecter de l'argent, il contrôlait la loyauté avec des Rolex, des Ferrari et des packs de sang 5 étoiles. 5. Agnello Della Croce. Il ne parlait pas beaucoup, il ne s'habillait pas de manière voyante et, contrairement aux autres, n'avait pas besoin d'élever la voix pour régner. Agnello Della Croce, surnommé simplement Monsieur Nil, fut l'architecte discret de l'ère la plus explosive de la famille Gambino. Sous-chef, il siégeait juste en dessous de Paul Castellano, mais son véritable héritage ne venait pas de son titre, mais de celui qui le vénérait, John Gotti, l'homme qui allait plus tard prendre la tête de toute la famille. Mais Della Croce n'était pas un mentor vieillissant jouant les conciliaires dans l'ombre. Il était au cœur de l'opération. Pendant des décennies, tandis que Castellano jouait les hommes d'affaires, Della Croce régnait sur la rue. Et la rue le payait à sa juste valeur. Il dirigeait des réseaux de jeux illégaux qui généraient plus d'argent que certains casinos de Las Vegas. Opérations de paris, paris offshore, salles de poker clandestines. Si l'argent était en jeu, Della Croce en prenait une part. Les agents fédéraux estimaient que ces gains, rien que grâce aux jeux d'argent, atteignaient 100 millions de dollars par an. Et contrairement à Las Vegas, il n'y avait ni caméra, ni impôts, ni contrôle. Son pouvoir ne reposait pas seulement sur l'argent, mais aussi sur la discipline. Les soldats le craignaient, les chefs le respectaient. Il imposait un code de loyauté absolue, d'omerta, de silence à tout prix, et quiconque le transgressait ne vivait pas assez longtemps pour le regretter. Della Croce croyait que la mafia était sacrée, et il dirigeait sa bande avec la froide dévotion d'un moine gardant un temple. Mais derrière cette aura spirituelle se cachait une stratégie fondée sur la tromperie. Della Croce transféra discrètement ses millions dans l'immobilier du centre-ville. Non pas via des sociétés écrans ou des comptes bancaires, mais via des associations religieuses à but non lucratif. Églises, ministères, fondations spirituelles, sur le papier, c'était des lieux sacrés. En réalité, c'était des blanchisseries automatiques. Il acheta des immeubles de bureaux et des boutiques par l'intermédiaire d'organisations religieuses fictives, lui donnant accès à des surfaces parmi les plus précieuses de Manhattan sans qu'un seul acte ne porte son nom. Les propriétés données à ces associations étaient ensuite revendues, louées ou valorisées, les bénéfices étant canalisés vers d'autres entreprises du marché noir. Et personne ne posait de questions. Car qui audite une église ? Della Croce était un fantôme. Il n'accordait aucune interview et apparaissait rarement en public. Et lorsque le FBI a finalement tenté de le rattraper, il a découvert des piles de documents liés à de fausses congrégations sans membres et à des chapelles qui n'avaient jamais prononcé de sermon. Même mort, il était intouchable. À sa mort, en 1985, des centaines d'hommes ont fait la queue pour lui rendre hommage. Mais son plus grand disciple, John Gotti, a fait de ses funérailles un tournant. Quelques jours plus tard, Paul Castellano était abattu devant le Sparks Steakhouse. Les Gambino avaient un nouveau patron, et l'ombre d'Agnello planait toujours derrière lui. Della Croce n'avait pas besoin de gros titres, ni de violence. Il a bâti des empires en silence et les a baptisés avec de l'argent. Mais le patron suivant n'a pas laissé de traces. Il les a enterrés dans la monnaie numérique. Avant le Bitcoin, il y avait un mafieux qui utilisait les chiffres comme des balles et achetait la moitié de New York avant même que quiconque ne réalise son acte. Arnold Rothstein. Avant l'existence des empires mafieux, avant l'existence des 5 familles, il y avait Arnold Rothstein. On l'appelait le cerveau. Et pour cause. Tandis que d'autres gangsters fracassaient des crânes dans les ruelles, Rothstein écrivait discrètement le manuel de stratégie à suivre pour tout chef de la mafia moderne. Il ne se contentait pas de voler de l'argent, il le légitimait. Et il le faisait d'une manière que les forces de l'ordre n'avaient jamais vue auparavant. Rothstein était le premier gangster en col blanc. Né dans la richesse à la fin du 19e siècle, il n'a pas grandi dans la rue. Il a grandi grâce aux chiffres, aux cartes et aux tours de passe-passe financiers. À l'époque de la Prohibition, Rothstein était déjà millionnaire, gérant des salles de jeu, des narcotiques, des réseaux de contrebande et des stratagèmes de manipulation boursière. Mais son véritable génie ne résidait pas seulement dans l'argent, il le dissimulait. En 1919, Rothstein orchestra l'un des crimes les plus audacieux de l'histoire américaine, le trucage des World Series.
Grâce à quelques pots de vin versés aux joueurs les plus talentueux des White Sox de Chicago, il transforma ce passe-temps américain en son casino personnel. Le scandale faillit détruire la Ligue majeure de baseball, mais Rothstein s'en sortit indemne et encore plus riche qu'avant. Tout le monde savait qu'il l'avait fait, personne ne pouvait le prouver, et c'était la formule Rothstein, commettre des crimes si élégants qu'ils semblaient légaux. Quand d'autres gangsters investissaient dans des clubs ou des bars clandestins, Rothstein achetait des hippodromes, des compagnies d'assurance et des biens immobiliers haut de gamme. Il transforma l'argent sale en profit propre plus vite que l'IRS n'aurait pu inventer le code des impôts. C'est Rothstein qui a pris à la génération suivante de mafieux des hommes comme Meyer Lansky, Frank Costello et Lucky Luciano comment bâtir des sociétés criminelles ressemblant à des banques de Wall Street. Il ne criait pas. Il ne tuait que par nécessité. Et il n'a jamais touché à la drogue. Mais le cerveau de Rothstein était plus dangereux que n'importe quelle balle. Sa capacité à brouiller les frontières entre criminels et hommes d'affaires a tout changé. Il a compris ce que les tribunaux et la police ne pouvaient pas encore saisir. La perception est une protection. Si vous aviez l'air légitime, agissiez de manière légitime et aviez des comptes légaux, vous pouviez commettre des actes illégitimes indéfiniment. Et cela a fonctionné jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. En 1928, Rothstein a été abattu dans un hôtel pour une dette de jeu. Mais à ce moment-là, son héritage était scellé. Il avait remodelé toute la structure du crime organisé. Tous les chefs de la mafia qui lui ont succédé, tous, ont suivi son modèle. Ils ont créé des entreprises, soudoyé des fonctionnaires, blanchi tout. Arnold Rothstein était le prototype, mais Rothstein n'était que l'étincelle. L'homme suivant l'a industrialisé. Il ne jouait pas au poker, ni ne truquait les matchs de baseball. Il a transformé les profits de la mafia en un empire de la viande valant des milliards de dollars, et tout s'est terminé par des balles tirées devant un restaurant grille. Paul Castellano. Avant les chaînes en or et les gros titres des tabloïds, la famille Gambino obéissait à un homme qui ne portait pas de costume tape à l'œil et ne fréquentait pas les boîtes de nuit. Il portait des vestes d'affaires sur mesure, vivait dans une résidence sécurisée de Staten Island et traitait le crime comme une entreprise. Il s'appelait Paul Castellano et fut le premier PDG de la mafia. On le surnommait Big Paul, mais il n'était pas un adepte du racket de rue. Il pensait que les rackets et les braquages étaient indignes de lui. Castellano voulait le respect, non seulement de sa bande, mais aussi des banquiers, des politiciens et des dirigeants de Wall Street. Et il l'obtient, car contrairement aux parrains de la vieille école, il ne gouvernait pas avec des balles, il gouvernait avec des bilans. Castellano hérita de la famille Gambino à la fin des années 1970, déjà l'un des groupes mafieux les plus puissants d'Amérique. Mais il ne voulait pas la diriger comme une bande, il voulait la diriger comme General Motors. Il commença par industrialiser le racket le plus méconnu de la famille, la distribution de viande. Par l'intermédiaire de son entreprise, Dial Poultry, Castellano truquait des contrats avec des supermarchés, contrôlait les prix dans 5 arrondissements et forçait ses concurrents à s'extirper du marché. Bientôt, chaque steak et blanc de poulet vendu à New York portait l'empreinte de Gambino. Ce qui ressemblait à une entreprise de viande était en réalité un empire du blanchiment d'argent, injectant des millions de dollars par an directement dans les mains de Castellano. Tout cela sur le papier, mais ce n'était que son premier coup. Il s'est étendu à la construction, au transport routier et à la restauration haut de gamme. Il a nommé des dirigeants fantoches à la tête d'entreprises qui remportèrent des contrats municipaux. Il a créé de faux syndicats pour écrémer les salaires. Il a même manipulé des prêts bancaires et des taux hypothécaires par l'intermédiaire de fonctionnaires compromis. Castellano n'était pas seulement le chef d'une famille criminelle, il était le président caché du conseil d'administration de la moitié de la ville. Il gagnait plus de 100 millions de dollars par an tout en vivant dans une demeure construite sur mesure appelée la Maison Blanche à Staten Island. Il avait des domestiques, des chefs privés et portait des robes de soie à ses dîners. Il lisait le Wall Street Journal tous les matins et se considérait non pas comme un gangster mais comme un visionnaire. Et d'une manière tordue, il l'était. Mais il y avait une chose qu'il ne comprenait pas. Les gens de la rue n'étaient pas impressionnés par les bilans. Son équipe, surtout les plus jeunes, voyaient dans son style de vie raffiné une faiblesse. Ils murmuraient que Castellano avait oublié le code, qu'il préférait les affaires au meurtre. Et lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles il était prêt à dénoncer les fédéraux pour protéger son empire, les couteaux ont été sortis. En 1985, Big Paul a été abattu devant le Sparks Steakhouse à Manhattan d'une balle dans la tête, en plein jour, sans sommation, sans cérémonie, juste le silence, puis les balles. Et du jour au lendemain, le PDG de la mafia a été limogé. Mais même Big Paul ne pouvait rivaliser avec le patron qui avait enfreint le code et s'en était tiré impunément. Car l'homme qui avait pris la place de Castellano ne portait pas de cravate et ne lisait pas le journal. Il portait des costumes à 2000 $ et a dit aux journalistes d'aller se faire foutre, est devenu le mafieux le plus célèbre de l'histoire américaine. John Gotti.
Avant même de s'asseoir à la place du patron, il était déjà une légende. Il ne se faufilait pas dans les ruelles, il ne portait pas de déguisement, il descendait Mulberry Street en costumes à $1000, saluait les caméras de presse et souriait tandis que ses ennemis tombaient comme des mouches. On le surnommait le Teflon Don parce que rien ne collait jamais. John Gotti n'était pas seulement un chef de la mafia, c'était un bourreau célèbre, le rare personnage capable d'ordonner un coup au-dessus de Linguine, puis d'entrer dans une salle d'audience fédérale le lendemain matin et de repartir indemne. Il ne se cachait pas de la loi, il a osé l'attraper. Gotti a gravi les échelons en faisant ce que peu d'autres osaient, défier le code. Lorsque Paul Castellano a refusé d'assister à la veillée funèbre de son propre capitaine, Gotti a vu une faiblesse et a orchestré un coup qui a choqué toute la Cosa Nostra. Castellano a été assassiné en plein jour devant le restaurant Sparks et Gotti a pris sa place sans demander la permission. C'était une déclaration « La mafia n'est plus une corporation, c'est un royaume et j'en suis le roi ». À partir de ce moment, la famille Gambino n'était plus seulement puissante, elle était invincible. Gotti dirigeait tout, des réseaux de détournement d'avions à l'aéroport JFK, aux opérations de jeux d'argent illégaux dans le Queens et Brooklyn. Il contrôlait syndicats, casinos et transporteurs routiers. Amassant environ 500 millions de dollars à son apogée, il avait plus d'hommes dans les rues que certaines forces de police d'État, et presque toutes le craignaient plus que la loi. Mais ce n'était pas seulement son pouvoir qui le différenciait, c'était sa performance. Il se pavanait dans les salles d'audience vêtu de costumes Brioni fait main. Il distribuait de l'argent aux enfants du quartier. Il mangeait dans des restaurants chics de Manhattan, entouré de policiers en congé et de célébrités. Il devint un symbole de rébellion et de royauté, l'homme qui cracha au visage du FBI sans le faire payer. À 3 reprises, le gouvernement tenta de le faire tomber, mais 3 fois, il échoua. Des témoins disparurent. Des jurés furent soudoyés. Des preuves disparurent. Gotti s'est libéré à maintes reprises, tandis que les journalistes affluaient devant son tribunal comme s'il était une star de cinéma. Mais derrière son charisme se cachait une tempête. L'arrogance de Gotti a commencé à fragiliser les fondements même de la mafia. Son appétit pour la publicité a fait s'effondrer toute la force des forces de l'ordre fédéral. Le FBI a mis son quartier général sous écoute. Son ami le plus fidèle a pété les plombs. En 1992, le Teflon a finalement cédé. Gotti a été reconnu coupable de 13 chefs d'accusation, dont meurtre, racket et obstruction à la justice. Il a été condamné à la prison à vie. Mais même alors, enfermé dans une cellule, son nom a continué à faire la une des journaux. Car John Gotti n'était pas seulement le chef de la famille Gambino, il était le dernier mafieux dont l'Amérique est tombée amoureuse, mais même John Gotti, le visage de la mafia américaine, n'a pas été à la hauteur de ce qui allait suivre, car le nouveau chef n'a pas seulement régné par la peur, il a régné par le silence. Et il le fait toujours. Voici le chef de la mafia qui possède discrètement tout New York. Le chef de la mafia qui possède discrètement tout New York. On l'appelle l'architecte, mais personne ne connaît vraiment son visage. Pas de photos d'identité judiciaire, pas de portrait d'audience, pas de vidéo de lui arpentant des arrière-salles obscures ou frappant du poing sur des tables. Son nom ne figure dans aucun acte d'accusation fédérale, et dans les archives officielles, il est quasiment inexistant. Pourtant, demandez à n'importe laquelle des 5 grandes familles mafieuses qui ont façonné le paysage criminel de New York pendant plus d'un siècle, et vous entendrez la même vérité murmurée. Rien ne se passe dans cette ville sans la permission de l'architecte. Il est la main invisible qui guide des milliards de dollars. L'ombre derrière chaque grande guerre de territoire, chaque cargaison de marchandises illicites, chaque accord politique qui maintient le monde souterrain de la ville en ébullition sous le ciel. Contrairement aux anciens caïds qui affichaient armes et bravades, l'architecte opère dans une invisibilité absolue. Si les mafias classiques étaient des généraux, commandant des armées, il est le maître d'œuvre construisant les infrastructures sous leur autorité. Il n'ordonne pas de coups et ne commande pas les équipes de rue. Au contraire, il contrôle les veines et les artères de l'économie de la ville, l'immobilier, les syndicats de camionneurs, les boîtes de nuit, les routes des poubelles et, de plus en plus, les monnaies numériques qui financent la nouvelle génération de criminels. Ces empreintes sont partout, pour peu qu'on sache où chercher. Des gratte-ciel de Midtown au front de mer de Brooklyn, des startups crypto de Tribeca aux sociétés de gestion des déchets de luxe qui nettoient les dégâts de Wall Street. Son empire s'étend vaste et profond, mais son pouvoir ne se résume pas à la propriété. Il repose sur des alliances. L'architecte n'est pas lié à une seule famille criminelle,
Il est lié par des partenariats tacites aux 5 grandes familles: Genovese, Gambino, Lucchese, Bonanno et Colombo. À travers un labyrinthe de sociétés écrans, de fausses associations à but non lucratif, de fiducies offshore et de portefeuilles numériques anonymes, il parvient à maintenir la paix entre les groupes qui déchiraient autrefois la ville dans de sanglantes guerres intestines. Lorsque fusillades et enlèvements menaçaient de dégénérer au début des années 2000 et 2010, l'architecte aurait mis fin aux violences d'un simple appel téléphonique. Cet appel était acheminé via un réseau crypté de niveau militaire, faisant rebondir des serveurs à Dubaï, Zurich et même dans des paradis fiscaux moins connus. La voix à l'autre bout du fil était modulée, méconnaissable, et pourtant les gangs l'écoutaient. Les tueries cessèrent dès le lendemain. Des documents internes du FBI ont révélé son surnom pour la première fois à la fin des années 2000. L'architecte est décrit comme le chef invisible qui a redéfini le crime organisé à New York. C'est un homme qui n'apparaît jamais en public, ne laisse jamais de traces écrites et étend toujours son influence sans que personne ne s'en aperçoive. Sa fortune est estimée à plus de 3 milliards de dollars, mais aucun procureur n'a jamais pu en lier un seul dollar directement à un crime. Pensez aux entreprises qu'il contrôle en silence. Un fonds immobilier new-yorkais enregistré aux îles Caïmans possède plusieurs penthouses de luxe à Manhattan, aucun à son nom. Une entreprise de transport routier commercial, exploitant plus de 400 véhicules, transporte des marchandises sur les quais et les autoroutes de la ville sans propriétaire cotés en bourse. Plusieurs boîtes de nuit, haut de gamme et bars privés de vente de bouteilles blanchissent régulièrement d'importantes sommes d'argent, mais sont enregistrées auprès de sociétés écrans sans gestion traçable. Des entreprises de crypto-monnaies utilisent des transactions blockchain si habilement obscurcies que les agents fédéraux admettent traquer des fantômes. Les enquêtes le reliant à ces entreprises ont été constamment bloquées. Dans un cas, une enquête menée par Interpol sur un réseau européen de trafic de fentanyl a permis de remonter à des transactions suspectes jusqu'à l'une de ces sociétés écrans, mais la piste s'est dissipée dans des portefeuilles de crypto-monnaies anonymes fonctionnant derrière des couches de chiffrement. Plus alarmant encore, on pense qu'il détient des actions intraçables dans des fonds de pension de policiers et de pompiers, ce qui lui assure une influence discrète sur l'attitude des forces de l'ordre face aux enquêtes susceptibles de menacer son empire. Des agents politiques des différents arrondissements de la ville admettent discrètement qu'il finance les 2 principaux partis, démocrates comme républicains, garantissant ainsi la protection de celui qui obtiendra gain de cause. 2 listes de témoins fédéraux scellés mentionneraient le nom de l'architecte, mais pas comme accusé ni comme cible. Des sources proches des forces de l'ordre affirment plutôt qu'il s'agit d'une personne que les procureurs refusent de citer à comparaître, craignant les conséquences d'une dénonciation. Les tentatives de dénonciation de l'architecte se sont heurtées au silence, voire à des abus. Un lanceur d'alerte, ancien analyste financier d'une société liée à l'une de ces entreprises, a disparu en 2017. Sa voiture y a été retrouvée garée devant son domicile, intacte, son téléphone éteint et ses comptes bancaires gelés suite à ce que les enquêteurs ont qualifié d'erreur administrative intraçable. Ni rançon, ni note, ni trace d'actes criminels. Malgré cela, les agences officielles affirment qu'aucune enquête n'est en cours contre l'architecte, invoquant un manque de preuves. Mais la vérité est bien plus troublante, il n'y a aucune preuve car il maîtrise l'art de l'invisibilité. Il n'a pas besoin d'être vu pour gouverner. Des docks de Red Hook aux imposantes verrières de Hudson Yards, du Diamond District au bas-fond de la crypto-monnaie, son influence est omniprésente. Chaque fois qu'un procureur ouvre une enquête contre l'un de ses alliés, une puissance supérieure veille discrètement à la disparition des dossiers. Car l'architecte n'est pas seulement un patron, il est le système. La mafia n'a pas disparu après des décennies de répression policière. Elle a évolué vers quelque chose de bien plus dangereux. Un réseau de contrôle silencieux et intouchable, si étroitement ancré dans l'économie de la ville qu'il ne peut être déraciné par des inculpations ou des perquisitions. Fini les fusillades spectaculaires, fini les exécutions publiques. Désormais, le pouvoir vient de la domination silencieuse, de la propriété, de l'influence et de l'influence. Et cette force invisible règne avec une portée si profonde, si vaste, que même les agences internationales l'étudient en secret, espérant comprendre le nouveau visage du crime organisé. Elles connaissent son surnom, elles connaissent bien ses méthodes, mais elles ignorent son nom. Et elles ne le connaîtront jamais. L'architecte n'est pas seulement le dernier grand chef de la mafia new-yorkaise, il est l'avenir. Un avenir où le crime porte un costume, signe des contrats, paie des impôts et contrôle une ville sans jamais se montrer. Et tandis que New York s'élève et s'effondre, l'architecte demeure, tirant discrètement les ficelles.
Personne ne l'admettra ouvertement, mais la mafia, telle que nous la connaissions, est morte. Ce qui survit est bien plus terrifiant. Un empire fantôme bâti par un homme qui n'a pas besoin d'être vu pour tout posséder. C'est la ville de l'architecte désormais.